Le débat pour le gouvernement, pour le porte-parole du gouvernement, devait être des débats de principe, des débats de fond sur les questions que j'ai posées. Personne n'a abordé les questions de fond que j'ai posées. Parce qu'ils sont incapables de faire un débat de principe, un débat de fond. Maintenant, leur seule capacité, quand ils ont fini d'inventer le certificat de conformité, quand ils ont fini d'inventer les accords de coalition parlementaire, quand ils ont fini d'inventer les 20%, les 15%, les 10%, quand ils ont fini de tout faire, ils inventent maintenant les officines à l'étranger comme à l'intérieur, qui vont attendre. Et seulement 2025, ces officines vont déstabiliser le Bénin. Vous imaginez? Vous imaginez les sous-entendus de cela? Il faut dire halte tout de suite. Et je viens vous informer encore. Chaque fois j'informe, et vous faites comme si c'est des discours pour des défouloirs et autres là. Je vous dis des choses qui vont se passer. Je vous dis des choses pour attirer votre attention. Je vous dis des choses pour vous alerter. C'est vrai que je m'organise. C'est vrai que la résistance s'organise. C'est vrai que le Parti Rescue l'Espoir s'organise. C'est vrai que des personnalités, beaucoup de personnalités insoupçonnées m'appellent. On discute, on parle. Mais c'est aussi vrai que vous devez, chaque fois que je parle, vous devez décrypter tout. C'est des informations que je vous donne. On veut instrumentaliser le terrorisme. Si vous observez très bien, et sur le terrorisme, je n'ai pas parlé. Lors des derniers événements malheureux, regrettables, est-ce que quelqu'un m'a vu parler? Non. Non, pas du tout. Ce que je vais faire, je le fais. Parce que je n'ai pas la même compréhension du terrorisme avec ceux qui en parlent. Certains parlent du terrorisme comme on fait la guerre au terrorisme. Moi, je ne suis pas dans le contexte de guerre. Je ne crois pas à une guerre contre le terrorisme. Ma conception et ma notion de la guerre sont différentes. Face au terrorisme, c'est une lutte qu'on fait contre le terrorisme. Le terrorisme est un mode d'action. C'est une manière d'agir. C'est une manière d'agir. Et répréhensible, horrible, barbare, sauvage, criminel. À combattre, mais pas sous la forme de la guerre. La notion de la guerre suppose la notion de territoire, suppose la notion d'entité, qui sont connues. Et après la guerre, des entités auxquelles du moins on peut demander des comptes. Même lorsque vous arrivez à venir au bout du terrorisme, vous demandez des comptes à qui? À qui? Le terrorisme est une forme particulière. Même si on veut parler de terrorisme comme la guerre, on doit mettre ça entre griffes. Parce que si vous ne le mettez pas entre griffes, vous allez faire des erreurs d'appréciation, des erreurs de calcul, des erreurs d'approche. Et la lutte contre le terrorisme n'est pas une lutte de l'armée seule, ni des forces de sécurité seules. Quiconque vous dit qu'on lutte contre le terrorisme rien que par l'armée est dans le décor. C'est les complices du terrorisme qui pensent que la lutte contre le terrorisme est une affaire de l'armée. Je vous parle. Et vous connaissez bien le profil de celui qui vous parle. Quiconque vous dit que face au terrorisme, c'est la guerre et que c'est une affaire des militaires seuls, il est complice. Le terrorisme, on lutte contre le terrorisme. On lutte contre le terrorisme. Et cette lutte est une lutte complexe, multidimensionnelle, qui prend tous les aspects, plusieurs aspects, qui ne se réduisent pas seulement aux affaires des armes. La lutte contre le terrorisme prend l'économie, la géopolitique, la sociologie, la religion même, les civilisations, la culture, la monnaie, même les transactions commerciales, les informations, les liens, les parentés, les banques. C'est complexe la lutte contre le terrorisme. C'est pourquoi ceux qui sont des stratèges entre griffes et qui sont lucides, on vous parle de lutte complexe, asymétrique. Certains, et j'ai écouté un de nos soldats, un de nos grands officiers, quand M. Patrice Talon était devant eux, qui a sorti un mot. Le terrorisme, c'est comme l'hydre. Et dans la légende, dans la mythologie de l'hydre, on sait bien que une seule personne, un seul pôle
ne peut pas faire face à l'hydre. Et lorsque même les grands dieux mythologiques grecs ont voulu venir à bout de l'hydre, il a fallu avoir les recours d'autres pour que la tête bouchée ici soit tenue, parce que les autres têtes qui vont sortir d'ailleurs, que d'autres tiennent. On ne fait pas le matador de one-man show. On n'injurie pas les autres. On ne rabaisse pas les autres qui peuvent vous aider à lutter contre le terrorisme. On ne dénigre pas les autres. On anticipe. Lorsqu'on vous confie un peuple, vous sortez de l'invective personnelle. Lorsqu'on vous confie un peuple, vous rentrez dans la dimension du peuple. Et l'intérêt du peuple doit être privilégié. Donc, voilà mon approche sur cette question. Je ne veux pas aller dans les autres aspects stricto sensus pur de ce qu'on appelle le terrorisme, et ci et ça. Je ne souhaite pas aller dedans. Mais je dis au gouvernement, à son porte-parole, au chef et à tout le monde de sortir du vocabulaire d'instrumentalisation de la peur qui, en sous-cap, en deuxième rideau, indique automatiquement l'instrumentalisation du terrorisme. Et puisqu'ils ont situé 2025, je leur dis, sortez de ce jeu. Vous ne pouvez pas fixer ça à 2025. Je leur dis, sortez. 2025 ne peut pas être votre repère. Voilà un peu ce que je peux dire sur cette affaire. Enfin, vous me demandez qu'il y a un certain Badirou Agamon qui aurait parlé et qui aurait dit ci, qui a dit ça. Je vais vous dire et vous raconter quelque chose. Vous savez, Badirou Agamon fait partie de ces individus qu'on appelle les lâches, les froussards, les peureux, les indignes. Je peux lui allier un mot. Et c'est dommage que des gens comme ça soient nommés ambassadeurs. Des gens qui vont représenter le Bénin. Pourquoi je le dis? Je le dis et je vous prends tous à témoin et je dis, Badirou Agamon, je ne sais pas s'il est musulman, catholique, chrétien, je ne connais pas sa religion. Mais je lui dis ce que je vais dire là. Avant de me répondre, de prendre le Coran, le Saint-Coran, ou la Sainte Bible, et de jurer. Et de jurer. Je vais le dire, révéler un peu. Parce que certaines personnes m'ont dit, ok, ne lâche pas tout. Je vais respecter les conseils de ces personnes, je ne vais pas tout lâcher. Mais il va dire, Badirou Agamon est allé me voir. C'est lui qui m'a téléphoné et qui allait me voir, alors que je ne voulais même pas le recevoir. Je connais son profil, je sais qui il est. Il m'a téléphoné courant juin-juillet 2024. J'ai pris mon téléphone, il était tout souriant derrière le haut-parleur, j'entendais, très souriant, très chaud là. Je me suis dit, mais quel est ce regain d'attention, de propos doux, mielleux et autres là? Je lui ai répondu. Et il demande ma fille qui avait fait la faculté de santé et il y a plus de 10 ans, tout ça. Et je lui ai répondu, j'ai demandé aussi sa famille, ses enfants, on a échangé les civilités. Il dit qu'il veut me voir. Tel qu'il parlait, je savais qu'il devait être dans un milieu. Et que dans ce milieu, certainement qu'ils ont parlé, et puis mon nom serait sorti. J'ai anticipé, je lui ai dit sur le coup là, je suis un peu occupé et que bon, on va reprendre. Le lendemain, il appelle. Il insiste. Je lui ai dit ok. Je lui ai donné rendez-vous et il est venu. Et là, je redis quelque chose. Il n'a qu'à jurer le Coran, parce que c'est Agamon Badirou, je ne sais pas si il est musulman ou pas, ou s'il est chrétien. Et s'il ne croit, il ne fait aucune religion, croit à rien, je lui laisse à sa conscience et à la nature.
Et il dit, il rentre chez moi. Il était en boubou blanc, un véhicule 4x4. C'est à cause des gens comme ça, parfois, on regrette de ne pas prendre certaines précautions. Il vient, il s'assoit. Le premier mot de Badirou Aguemon, c'est de s'en prendre à Patrice Talon. Traiter Patrice Talon de tous les mots. Ce qu'on ne peut même pas dire. Il traite Patrice Talon de tous les mots. Ceux qui ont un peu l'habitude de la littérature peuvent savoir quand on dit le traitement le plus dédaigneux qu'on peut reprocher à quelqu'un, c'est ça qu'il reproche, qu'il disait de Talon. Je l'écoutais. Et il finit par dire, quand il a fini de peindre Talon en noir complètement, il me regarde, sourit, et me dit, mais maintenant mon tour vient. Il me met tous les parfums, tous les encols, tout ce qu'il y a comme brosse à reliure. Vous êtes le meilleur parlant de moi. Tu es le meilleur, monsieur Azanaï. Tu es le génie. Tu as anticipé. Tu le connais. Et que si on savait, si beaucoup savaient, on allait te suivre, on allait faire ci, on allait faire ça. Mais je le regardais. D'où sort-il? Où est-ce qu'il veut? Il veut venir où? Les notions, les leçons que mon feu père, père à son âme, m'avait données me sont venues dans la tête. Mon père m'a toujours dit, lorsqu'on te sourit, il faut savoir que le sourire a un coût, a un prix, a un coût. Et parfois le sourire peut être plus cher que celui qui te logne. Celui qui te logne, il te donne un beau cadeau. Il te dit vraiment qu'il n'est pas content. Il te dit de te préparer. Mais celui qui te sourit, il faut faire très attention. Plus tard, j'ai lu dans certains livres que sous l'appât fumant, il peut y avoir un hameçon. Je le regardais, où est-ce qu'il veut en venir? Et c'est là où il sort le morceau. Qu'il est venu de la part de Djogbenou. Badirou dit qu'il est venu de la part de Djogbenou. Nous étions en juillet. Et que il veut tout faire pour que je reçoive Djogbenou. Parce que Djogbenou devait être candidat et devait être président et qu'il est en train d'être trahi par Talon. Et que c'est un acte d'ingratitude vis-à-vis de Talon de ne pas prendre Djogbenou. Voilà ce qu'il est venu me dire. Il est vivant. Et je lui ai dit, mais écoutez, mais vous n'êtes pas Djogbenou. Il dit, oui, il semble que Djogbenou et vous ne vous entendez pas. Il dit, c'est un secret de Polichinelle. Je n'ai pas de grève contre lui. Je ne suis même pas de sa génération. C'est les petits, très loin. Je ne suis pas de sa génération. Je n'ai rien contre lui. Je ne l'ai jamais agressé. Je ne suis pas celui qui a provoqué. Mais regardez, vous parlez de Talon. Mais c'est Djogbenou qui a fait ci, qui a fait ça, non? C'est moi, j'ai pris sa main, ou ses propos, pour faire ci, pour faire ça. Il dit, non, grand frère, ne vous fâchez pas, il a besoin de vous, sans vous. Regardez-moi cela. Moi, venez me solliciter pour Djogbenou. J'ai dit, mais, professeur, ça ne va pas. Il me regarde et il dit quoi? Il dit, mais est-ce qu'il y a un problème personnel entre vous et moi? Toi, Aguemon Badirou. Toi, Aguemon Badirou et moi. Est-ce qu'il y a un problème entre nous? S'il y a un problème entre nous, on va régler. Mais s'il y a un problème entre Djogbenou et moi, c'est à Djogbenou de régler. Pourquoi il va passer par toi? Il connaît mon numéro. Il connaît. Alors, il a insisté. J'ai dit, écoute, moi je suis fond d'Abomey. On ne refuse pas l'appel, c'est ce qui est derrière l'appel qu'on refuse. Mais je ne suis pas prêt. On pourra se rencontrer parce qu'il faut que je lui serve quelque chose pour qu'il quitte mon bureau, qu'il quitte ma maison. Je lui ai dit, bon, on verra ça après. Il revient. Il me dit que lui, il voyage, il veut que ça se passe. J'ai dit, mais non.
Parce que si vous venez comme ça, et que vous insistez, c'est que vous avez un plan derrière la tête que moi je ne connais pas. C'est ça qui est dans ma tête. Je ne lui ai pas dit ça. Je me suis dit, mais il y a un plan que je ne maîtrise pas. Et je lui ai dit, moi je ne vais chez personne. Je ne vais chez personne. Et personne ne me rendra visite la nuit. Si vous êtes incapable, si tant que vous voyez que Talon est mauvais, et que vous êtes incapable de démissionner, de faire une déclaration, pourquoi vous voulez que moi je vous reçoive? Quand moi je n'ai pas été d'accord, moi j'ai démissionné. Vous vous dites que, il dit non, qu'ils sont déjà dedans, ils ne peuvent pas sortir. Il dit, mais vous êtes dedans, vous ne pouvez pas sortir. C'est moi qui vais vous faire sortir dedans. Il dit, mais réveillez-vous. Il y a quelque chose derrière. Il dit non, qu'il n'y a rien derrière, et que vraiment, de tout faire, il m'en sera reconnaissant de quoi? J'ai tout fait. Je ne suis pas tombé dans son panneau. Je m'arrête un peu à ce niveau. Parce que la suite, j'ai les preuves de la suite. Si ce que j'ai dit là, si c'est faux, il n'a qu'à répondre. Ce monsieur qui a peint Talon en tout ça là, je le vois ce monsieur. Talon le nomme ambassadeur. Et il sourit les ambassadeurs. Mais nous sommes dans quoi? Vous dites que quelqu'un est mauvais. Vous traitez la personne de toutes les saletés, de toutes les insanités. Et cette personne vous tend un petit os d'ambassadeur. Et vous allez, alors que vous dites que vous êtes professeur, enseignant. Au Koweït là. Qu'est-ce qu'il veut faire? C'est son métier, il veut faire là-bas. C'est qu'il est enseignant, professeur. On nomme un enseignant professeur d'université, faculté des sciences de santé, il est ce qu'il va. Regardez même ce qu'il a écrit sur moi, truffé de fautes, d'incorrections, de bassesse, de bizarreries. Et ici, professeur Kames. Écoutez, c'est ça qu'on apprend au Kames? C'est au Kames? C'est ce qu'ils enseignent aux enfants, ça? C'est pas pour rien que le pays est devenu ce qu'il est devenu. Nous, à notre temps, on déchirerait des chiffons comme ça. Et c'est cette personne qui s'en prend à moi, qui va écrire jusque que Talon est son fétiche. Celui qui s'est dit, la personne qui est toutes les noisseurs, parce que tu as eu un poste, tu dis que c'est son fétiche. Que Azané parle de son fétiche et peint en noir son fétiche. Dit que son fétiche est nul et si, celui-là. Parce qu'il ne comprend pas du tout ce qu'on appelle français. Moi, je n'ai jamais injurié. La nullité d'une personne qui a une fonction publique, ça veut dire l'incompétence. Et les hommes doivent séparer leur personne de leur fonction. Le ministre n'est pas le ministère. Le titre ministre, le ministre doit séparer son nom et prénom de la fonction ministère. Donc, ce lâche-là, Agamon Badirou, ce poltron, ce froussard, il ose s'en prendre à moi. Et il va jusqu'à dire que quand Yahi Boni a envoyé des gens chez moi, le 4 mai 2015, que moi je suis un peureux, que j'ai fait le mur. Je ne veux pas être plus accepté que ce que je suis en train de lui dire. Je prie Dieu que je ne veux pas aller vers sa famille. Je connais les Agamons qui sont sérieux. Je pense que c'est lui seul qui a cette maladie parmi les Agamons. Sinon, j'allais lui parler. Je connais des Agamons. J'ai fait l'enfance avec des Agamons. J'ai même une tata brillante, professeure et doyenne de la faculté de sciences politiques, qui est épouse Agamon. Donc j'ai des neveux qui sont des Agamons. Je pense que le seul malade parmi les Agamons, c'est lui. Parce que quand on vient voir quelqu'un, quand on dit des choses comme ça d'une personne comme ça, on ne vient pas devant le public pour s'en prendre, pour vouloir
de dénigrer cette personne. Il est bas. Il est un cochon. C'est un cochon. Comment va dire où est un cochon? Et je le préviens. Je le préviens. Lui pense que quand Yahya Boni a envoyé des gens chez moi pour me prendre mort ou vivant, comment il va me rendre? Je vais me rendre. Je suis heureux d'une déclaration d'un homme politique la dernière fois, un homme politique d'expérience, qui dit le premier devoir, le devoir le plus important d'un prisonnier politique, c'est de s'évader. Je dirais à vous autres jeunes, votre premier devoir, c'est d'échapper à tout enlèvement politique, à tout acte politique crapuleux, à toute injustice, à toute violence, à tout ce qui est instrumentalisé par un pouvoir pour vous briser, pour vous faire taire. Vous devez échapper. Je ne veux pas faire l'apologie de la violence, l'apologie du mal. Mais lorsque vous êtes dans cette situation, c'est une situation de légitime défense. Si vous avez les moyens de neutraliser les forces, neutralisez-les. Neutralisez-les. C'est en cela que je félicite parfois certains discours d'un leader, Vladimir Poutine. Poutine dit ceci, et je l'écoute beaucoup. Il dit, vous devez être capable de vous rendre invisible dans tous les lieux où vous êtes. Surtout dans un salon, au milieu des gens, dans une chambre, au milieu des foules. Apprenez à vous rendre invisible. Et il dit beaucoup de choses que je ne veux pas dire ici parce que le contexte ne s'y prête pas. Parce qu'ils sont dans une lutte géopolitique terrible. On va vouloir me cataloguer comme étant ci ou étant ça. Mais lisez un peu les grands hommes. Vous allez prendre de la graine. Je ne suis pas de la nature. Je ne suis pas celui que Agamemnon essaye de peindre. Je vais vous citer un grand philosophe, parce que certains, quand on parle, on cite les grands auteurs. Certains disent, bon, on cite les auteurs, mais on y va dans la vie avec ce qu'on est, avec sa formation, avec sa culture. Je ne sais pas si vous connaissez Karl Kraus. Karl Kraus a été victime d'une déformation, d'une diffamation. Déformation de son portrait, de son trait, de ses principes, de sa valeur, Karl Kraus. Et celui qui a fait cette déformation est un peintre énigmatique, terrible et moqueur, qu'on appelle Kokoschka, qui a fait un portrait déformant, injurieux de Karl Kraus. Karl Kraus dit ceci, Kokoschka a fait un portrait de moi. Bien possible que me reconnaîtront ceux qui ne me connaissent pas. Mais ceux qui me connaissent ne me reconnaîtront pas dans ce portrait. Karl Kraus parlant de Kokoschka. Donc, ceux qui me connaissent savent qui je suis. Badirou est un pitre. Un chien qui passe derrière les os, qui crapille les os. Talon jette une petite os, les gens tremblent, ils courent, ils chappent, ils remuent la queue. Ils vont prendre. Il m'a vu dans ce rôle. Comme l'a dit le sage, je préfère moi demander aumône au statut que d'agir comme ce qu'ils sont en train de faire. C'est pas sérieux. Donc, je vous ai répondu sur vos 4 questions. La première, le contexte du 4 mai, je vous ai dit, sauf si vous voulez que j'approfondisse, mais je pense vous avoir dit l'essentiel là-dessus. Et de quoi vous devez, de quelles leçons, quelles sont les leçons que vous devez retenir sur ça. Et je remercie beaucoup, encore une fois, toute ma gratitude. Je vais, sur 4 mai, je vais venir pour dire que j'ai pardonné. Il y a eu des éléments et Yahya Boni et moi, j'ai pardonné. Mais je ne dois pas oublier. Je dois commémorer, je ne célèbre pas. C'est pourquoi je n'ai pas montré les images pour lesquelles on est en train de fêter, de festoyer, d'échanger quelques petits gâteaux.
je n'ai pas voulu montrer ces images. Parce que ce n'est pas une fête, ce n'est pas des choses qu'on fête. Sauf un peu rarement. Mais on commémore. On commémore pour que cela ne disparaisse pas de vos mémoires. Pour qu'on ne vienne pas vous transcrire autre chose, pervertir la réalité et l'histoire vivante, aliéner l'histoire. Il faut dire, il faut rappeler pour que ça rentre dans vos mémoires. Vous ne devez jamais donner des occasions pour subir l'arbitraire. C'est votre devoir de vaincre l'arbitraire, de mettre en déroute l'arbitraire, par tous les moyens. Y compris, je vais vous dire quelque chose, si moi j'avais les capacités de neutraliser ces personnes, le jour-là, j'allais le faire. La neutralisation physique. Mais comme je n'ai pas cette capacité, je suis dans une capacité autre, et j'ai utilisé. Et beaucoup d'entre ces personnes sont en train d'avoir les conséquences. Parce que les conséquences vont les poursuivre jusqu'au moment où ils viennent pour que je leur fasse les rituels, je leur lave avec les choses, je leur fasse les rituels pour les exorciser, les désembouter de choses. Parce qu'on ne s'attaque pas à tout. C'est pas à toute chose. Ils savaient dans quel état mon épouse s'était mise, dans quel état moi-même je m'étais mis en ce moment. Donc, je vous conseille, si vous avez les capacités de neutraliser les personnes de ce genre, une fois que, par l'arbitraire, ils font effraction chez vous pour faire de n'importe quoi, faites-le. Je ne fais pas la police de la violence, je ne demande pas la violence. Donc, c'est ça que je vous dis. Sur le 4 mai. Le 4 mai, vous devez répliquer ça, l'enseigner et l'avoir dans vos têtes. Ensuite, sur le discours, il faut décomplexifier. Il faut réhabiliter le discours politique. Il faut penser que savoir que le discours politique, la seule limite du discours politique, c'est de ne pas mentir. La seule limite dans le discours politique, c'est de ne rien dire sans preuve. La seule limite dans le discours politique, c'est de ne pas rester dans le sophisme, dans la rhétorique simple, mais de garder le mode démonstratif. Vous devez être en mesure de démontrer tout votre discours. Et puis certains qui disent, oui, on ne l'arrête pas. Vous voyez dans ce pays, un homme politique parle. Vous êtes incapable de démonter son discours. Vous mentez pour certains journalistes. Vous l'injuriez pour certaines personnes. Mais vous êtes incapable d'aborder un seul sujet de fond. La personne vous dit, mais menez un débat de fond sur l'emploi, sur l'économie, sur le développement, sur les emplois obligataires. Vous êtes incapable de faire. Vous ne comprenez même pas le danger qu'il y a entre les eurobonds et les obligations ordinaires de l'Afrique de l'Ouest ou d'autres structures de vente des obligations. Ceux qui enseignaient derrière vous, autour de vous, ceux qui enseignaient avant d'être à vos biberons, qu'on ne peut pas faire de prêts commerciaux pour faire du développement, ils font des eurobonds pour faire le développement. C'est pas que les eurobonds sont des enlèvements durs, très durs. C'est ça les questions de fond, les débats de fond. Non, on me dit oui, Talon a fait ci, Talon a fait ça. Il y a même des énergumènes, de vrais énergumènes, qui disent qu'il a fait un hôpital chic. J'ai dit à ces messieurs, le mot chic même pour un hôpital c'est dangereux. L'hôpital, ceux qui connaissent l'histoire des hôpitaux doivent savoir que c'est des lieux de lamentation. Un lieu de lamentation ne peut pas être appelé chic. Dans le vocabulaire, dans la consonance, ce n'est pas bon. Maintenant, cet hôpital-là, c'est l'initiative intrinsèque, originale, spécifique de Patrice Talon et de la rupture. Non, ça existait. On me dit d'aller applaudir cet hôpital. Moi. Alors que les mêmes qui disent ça, ils savent très bien qu'en 1960, de 1960 à 1963, Hubert Maga a réalisé un hôpital qu'on appelle 350 lits. Notre population n'atteignait pas, était un peu un peu légèrement supérieure à 3 millions et quelques. On fait 350 lits. 1960-63. Nous sommes en 2025. Plus de 60 ans après donc. On veut faire un hôpital de 450 lits.
les places dans lesquelles il y a les lits internationaux, parce que l'hôpital est international, alors que le CNHU est international, centre national, l'autre est international. Et sur une population, 62 ans après, sur une population qui avoisine aujourd'hui, qui tourne autour de 14 millions, vous faites 350 lits parmi lesquels il y a les lits internationaux, commerciaux. Et vous dites d'applaudir. Qu'est-ce qui vous arrive? Quand j'ai dit de dégrainer avant d'y aller, les gens commencent par s'en prendre, par se tordre les vertèbres. C'est pas possible. Pourquoi on va applaudir quelqu'un sur des choses normales? On parle de dématérialisation. Les gens viennent pour dire non, qu'il a fait ci, il a fait ça. C'est lui qui a tiré les fibres optiques. Les fibres optiques. Il connaît l'histoire des fibres optiques. Les fibres optiques ont commencé déjà sous Kérékou. Kérékou 2. Kérékou après, à l'ère du renouveau démocratique. Les premiers débats dans les coulisses, c'était déjà au niveau de Nicéphore Soglo et autres. Mais c'est Kérékou, sous Kérékou, que les premiers voyages, les premières prospections sur les fibres optiques ont commencé. Et c'est sous Yahi Boni que ça a été réalisé. Mais sans les fibres optiques, quelle dématérialisation vous pouvez faire? Vous prenez les projets des autres, soit vous les détruisez, soit vous les dénaturez, parfois vous les complétez maladroitement, en essayant de le faire un peu de manière opportuniste, plus ou moins intéressé. Et puis vous voulez qu'on vous applaudisse. Dématérialisation. Depuis Nicéphore Soglo, la dématérialisation est faite avec Sidonia, système informatisé de la douane. Sidonia. Depuis, au port là, avec un DG très brillant, que je ne vois plus d'un jour là, Issa Badarou Souré. Demandez s'il n'y avait pas Sidonia. Demandez au ministre des Finances, sous Kérékou, s'il n'y avait pas ce qu'on appelle le SIGFIB, pour le budget, l'informatisation. S'il n'y avait pas le SFB aussi, pour l'administration en général. J'avais des pléthores. Mais pourquoi vous voulez que je ne suis pas né sous WhatsApp? Je ne suis pas de la génération WhatsApp ou TikTok. On vous parle. On donne des preuves. Mais chaque fois vous continuez. Certains continuent. Pour falsifier la vérité. On vous invite sur des débats. Certains sont en train de niaiser. Je vais vous dire quelque chose. Que vous le vouliez ou non, certains ne se détacheront jamais de la vérité et des principes. Parmi ces personnes, je suis. Jamais je ne me détacherai de la vérité et des principes. Et quoi encore? Ce que vous devez savoir, vous qui êtes là, quoi encore? On ne parle de bilan que lorsqu'on fait la balance entre les actifs et les passifs. Quiconque refuse d'assumer son passif ne mérite pas qu'on parle même d'un actif le concernant. Il n'y a pas de bilan qui soit seulement les actifs. Un bilan, c'est les actifs et les passifs. Et j'ai coutume de vous dire, lorsque sur les principes, sur les valeurs, quelqu'un annule, la personne est exclue de toute notation. Parce que les choses ne sont pas les détails de route, de kilomètres de route. Non. Celui qui a tué, celui sous lequel on a tué, celui qui a exclu, qui a tronqué la démocratie, qui est dans l'exercice d'un pouvoir partial, personnel. Celui-là, il veut, on lui donne quelle notation? On dit non, il a fait des lampadaires. Vous êtes des papillons. Vous êtes des papillons ou des êtres humains? C'est les questions sur lesquelles vous devez avoir les interprétations. Et je vais vous dire aussi, pour terminer,
quiconque, lorsque vous faites un accord avec quelqu'un, respectez l'accord. Lorsque vous avez le secret avec quelqu'un, respectez le secret. Mais lorsque quelqu'un vient vous proposer des choses, vient vous dire des choses, et sort des choses sur lesquelles il est venu vous démarcher, vous n'avez plus aucune obligation de réserve. Vous ne pouvez pas venir me voir parler de quelqu'un et sortir pour faire le contraire et me dire de vous voiler. C'est le cas d'Agano Badirou. J'attends. Le reste et les preuves de ce qu'il a dit là, j'ai gardé. Je ne provoque pas, je ne provoquerai jamais. Donc, chers amis, voilà pour l'essentiel. Je ne sais pas si j'ai pu répondre à toutes vos questions, mais voilà les 4 que j'ai retenus. Si vous en avez de plus, vous pouvez le dire, mais les 4 là résument parfaitement la causerie traditionnelle que j'ai les 4 mai. Et chaque 4 mai, il y a des causeries que je fais depuis. Et après nos commémorations, nos retrouvailles, je me donne à l'exercice de causerie avec vous pour revenir sur les sujets, pour vous entretenir sur les sujets. Voilà ce que j'ai à vous dire et je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous remercie.